Le président de la République cet après-midi en Allemagne pour le traditionnel sommet franco-allemand. C'est le premier voyage à l'étranger du président. On s'attend à une relance de la politique européenne. Incendie la nuit dernière dans le 18e arrondissement de Paris. 4 personnes ont sauté par les fenêtres. Il y a 5 morts, plusieurs blessés. Une explosion de gaz est à l'origine du sinistre. Nuit agitée en Allemagne après la victoire de l'équipe de Beckenbauer dans la Coupe du Monde de football. Profonde tristesse en Hollande, Cruyff pense que les Allemands ont eu de la chance. Tour de France cycliste, journée de repos à Aix-les-Bains, nous en profitons pour faire le point de l'épreuve dans la partie magazine de ce journal. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. À partir de cet après-midi à Bonn, pour des sommets franco-allemands biannuels, M. Giscard d'Estaing a présidé ce matin à l'Élysée une réunion interministérielle sur 3 questions institutionnelles qui seront à l'ordre du jour du prochain Conseil des ministres. Je voulais dire avant de partir pour Bonn. Première de ces 3 questions, l'élargissement des pouvoirs du Conseil constitutionnel. M. Giscard d'Estaing souhaite que le Conseil puisse se prononcer sur la constitutionnalité des lois à la demande d'une minorité de parlementaires, ce qui n'est pas le cas actuellement. Pour que l'opposition bénéficie de ce droit, il faudra modifier la Constitution et le Parlement devra donc se réunir en congrès à Versailles, une réunion qui pourrait avoir lieu à l'automne. Autre sujet à l'ordre du jour du Conseil interministériel réuni ce matin sous la présidence du président Giscard d'Estaing, comment faire retrouver à un ministre son siège de parlementaire lorsqu'il quitte le gouvernement. Enfin sera examinée la modification des conditions de candidature à la présidence de la République pour éviter bien sûr les candidatures fantaisistes un peu trop nombreuses lors de la dernière élection. Depuis aujourd'hui, les Français âgés de plus de 18 ans sont bel et bien majeurs à part entière. La loi a en effet été publiée hier au journal officiel. Si vous avez 18 ans, vous pouvez choisir votre domicile, vos études, votre profession, quitter le pays, vous marier et même, mais c'est peut-être un peu tôt, faire votre testament. En tout cas, voilà une question, cette majorité à 18 ans, dont nous reparlerons ce soir dans notre journal de 19h45. Monsieur Giscard d'Estaing a accordé une interview à la chaîne de télévision américaine CBS, qui a été diffusée hier. Parlant des relations franco-allemandes, à la veille du sommet de Bonn, M. Giscard d'Estaing a dit que la France et l'Allemagne doivent éviter de tenter de dominer la communauté économique européenne. Le président de la République dit d'autre part croire beaucoup aux relations personnelles entre lui-même et le chancelier allemand Schmitt. M. Giscard d'Estaing a également insisté sur la nécessité de la lutte contre l'inflation. De son côté, le chancelier allemand estimait dans une interview qui a été diffusée par la 2e chaîne de la télévision allemande qu'en Europe, les choses s'étaient remises en mouvement depuis quelques semaines en raison, a-t-il précisé, du changement intervenu à la tête du gouvernement français. Le temps n'est pas aux initiatives spectaculaires. Préserver ce qui a été atteint, ce qui a été réussi dans le passé, semble à l'heure actuelle plus important que de rêver, même politiquement. Il reste que, vu de Bonn, la situation est plus claire qu'il y a un mois et demi, alors que la plupart des pays européens connaissaient des difficultés économiques très graves qui risquaient de faire éclater, de désintégrer l'Europe communautaire. Ce climat dominera la rencontre Schmitt-Giscard d'Estaing. Côté allemand, on insiste sur la dimension économique de ces consultations. Il s'agira surtout de voir comment l'entente Bonn-Paris pourra favoriser encore mieux une lutte commune contre l'inflation en Europe. Les mesures récentes décidées à cet égard à Paris et à Rome ont été accueillies ici avec beaucoup de satisfaction. La question est maintenant de savoir où vont les Anglais. Helmut Schmitt et Valéry Giscard d'Estaing tenteront peut-être d'éviter que Londres ne fasse dans les prochains mois des actes qui écarteraient gravement l'Angleterre de l'Europe communautaire. En matière monétaire, Français et Allemands rechercheront une attitude commune face à la spéculation monétaire. Le problème numéro 1 consistera à fixer en Europe les arabo-dollars, ces dollars gagnés par les Arabes avec la vente de leur pétrole et qui constituent autant de nouvelles munitions pour les spéculateurs. Pour Bonn, donc, le règlement de ces questions très pratiques, très concrètes, conditionne tout nouveau progrès et initiative politique en Europe. C'est sur cette base que sera donc appréciée l'opportunité de la convocation d'un sommet des 9 avant la fin de l'année et à l'initiative de la France. Selon le Premier ministre d'Australie, la France aurait procédé à un nouvel essai nucléaire à Mururoa. Pour sa part, la Cour internationale de justice de La Haye, qui examine depuis longtemps les plaintes australiennes et néo-zélandaises contre la France, n'a fait encore aucun commentaire.
À Paris également, ni confirmation, ni démenti jusqu'à maintenant. Watergate. La Cour suprême se réunit aujourd'hui à Washington avant de décider si le président Nixon doit enfin se plier à une assignation à remettre ses enregistrements. Une centaine de personnes campent à proximité de la Cour suprême avec l'espoir d'assister au débat. Mais un sondage révèle aux États-Unis une certaine lassitude de la part des Américains devant la publicité que la presse donne à l'affaire du Watergate. Cinq victimes dans cet incendie cette nuit à Paris. 3 personnes sont mortes parce qu'elles ont cédé à la panique et ont sauté dans le vide sans attendre les secours. Un enfant est mort alors qu'on tentait de l'évacuer au bout d'une corde qui a cassé. 4 morts donc qui auraient pu être évités. La 5e victime, elle, a été carbonisée dans son appartement. C'est vers 1h ce matin qu'une violente explosion a communiqué le feu à un immeuble de 6 étages, rue d'Orcel dans le 18e arrondissement. 3 personnes donc prises de panique sautent dans le vide alors qu'une trentaine d'autres restent chez elles. Elles sont presque aussitôt évacuées dans le calme par les pompiers arrivés très vite et en force sur les lieux du sinistre. 2 heures plus tard, celui-ci est maîtrisé. Aux 5 morts, il faut ajouter 11 blessés dont 5 pompiers. Le gaz serait à l'origine de cet incendie et pour l'une des habitantes de l'immeuble, cela ne fait aucun doute. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est une explosion de gaz. Une explosion de gaz, vous pensez? Oui, automatiquement. Pourquoi vous voulez que ça soit autre chose? Pourquoi dernièrement vous avez eu des doutes et Je ne peux pas avoir des doutes puisque ça sentait tout le temps le gaz. Alors. Tout est bien qui finit bien. Ce titre de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, journal de Francfort, traduit le sentiment général des Allemands au lendemain de la finale de la Coupe du Monde de football. D'abord parce que leur équipe a été sacrée championne du monde grâce à sa victoire 2-1 sur la Hollande. Ensuite parce qu'aucun incident n'a eu lieu. L'éditorialiste de la Frankfurter Allgemeine Zeitung poursuit: les jours de folie sont passés, nous revenons sur terre. Les uns vont soupirer et regretter les heures de fascination au stade ou devant le récepteur de télévision, les autres se réjouir que se termine enfin cette agitation. De l'agitation, il y en eut encore la nuit dernière dans les grandes villes du pays. Les brasseries ont fait le plein et selon la coutume, la bière a coulé à flot. Les Hollandais, pour leur part, ont accepté sans colère, mais avec déception, la défaite de leur équipe. On reste loin cependant des débordements propres au pays latin où l'on n'hésite pas à considérer une défaite sportive comme un deuil national, en Italie par exemple. L'entraîneur hollandais pourra rentrer tranquillement à son domicile. Ce ne sera pas le cas, vous le savez, de l'entraîneur brésilien Zagallo dont la maison est actuellement protégée jour et nuit par la police. À Munich, c'est en coulisses que l'on s'agite maintenant. Contrats et carnets de chèques en main, les présidents de clubs vendent ou achètent des joueurs dont certains ont acquis ces derniers jours une valeur fabuleuse. À la bourse du football, on se bat à coups de millions, parfois de milliards, pour acquérir tel ou tel talent. Peut-être en verrons-nous certains se produire en France, à condition bien sûr qu'ils ne soient pas trop chers en cette période d'austérité. Oui, les coureurs du Tour de France se reposent aujourd'hui à Aix-les-Bains. Au cours de notre partie magazine, nous allons faire le point sur cette épreuve qui a été, ces jours derniers, quelque peu éclipsée, on l'avouera, par la Coupe du Monde de football. La performance de Raymond Poulidor hier a été cependant très remarquée. Le coureur français s'est permis, à 38 ans, de lâcher Eddy Merckx et il se trouve aujourd'hui deuxième du classement général derrière le champion belge. Je pense qu'il nous dira tout de suite ce qu'il en pense. Cette journée de repos sera très profitable à Raymond Poulidor et aux autres coureurs avant les difficiles étapes de la montagne. Depuis Aix-les-Bains, notre émission a été préparée ce matin par Jean-François Robinet et Claude Guillaumin. Qui feront rêver ceux qui ne sont pas encore partis en vacances. La route du Tour de France passait par là à mi-chemin des 4080 km que doivent parcourir les coureurs. C'était hier, ici même, l'arrivée de la 10e étape. Ce sera demain le départ de la 11e et il y en a en tout 22. Si nous avons choisi un jour de repos pour vous présenter d'ici notre journal de 13 heures du Tour de France, eh bien, c'est pour avoir avec nous le plus décontracté possible ces vedettes de la route dont on parle beaucoup tous les ans et cela pendant à peu près un mois. Et à propos de popularité, justement, avec nous aujourd'hui, deux hommes, les deux héros de la fête, si l'on peut dire. Eddy Merckx qui est à côté de moi et puis Raymond Poulidor. Raymond Poulidor que vous allez découvrir arrivant
sur sa bicyclette, sur la piste qu'il a franchie hier, aux côtés d'Eddy Merckx. Il s'en est fallu de peu d'ailleurs, Eddy, pour que Raymond Poulidor vous prenne la première place. En tout cas, vous êtes premier au classement général, Raymond Poulidor, lui, est second. Et au sprint, peut-être, finira-t-il dans une étape par vous battre, sait-on jamais? Certainement, surtout que Poulidor étonne de plus en plus et vraiment sa condition, je veux dire qu'elle s'améliore de jour en jour. Alors je crois que ce sera peut-être le concurrent le plus difficile à battre. Voilà Raymond que j'abandonne au micro de Claude Guillaumin. Donc alors à côté de moi, les deux grandes vedettes de ce Tour de France, Eddy Merckx, Raymond Poulidor. Nous sommes une étape repos. Eddy Merckx hier, vous avez eu du mal. Je crois même Raymond Poulidor que c'est la première fois que vous lâchez Eddy Merckx dans une étape de montagne. Je crois que c'est la première fois, oui, alors ça me donne de l'espoir pour l'avenir, mais la prochaine fois, ce sera peut-être le contraire qui se passera, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça fait, Eddy Merckx, d'être lâché par Raymond Poulidor, comme ça, d'avoir l'impression qu'il s'en va et qu'on va peut-être pas pouvoir le rejoindre? Écoutez, disons que dans la montagne, je me défends comme je peux, bien sûr, je ne suis pas un grimpeur, comme les Raymond Poulidor, ni comme le sont les Espagnols. Disons que mais vous descendez très très bien et très vite. Écoutez, et c'est ça qui vous a peut-être un peu sauvé hier. Je crois que certainement que de la descente a réussi beaucoup de problèmes, je veux dire, parce que si l'arrivée aurait été au sommet, disons que j'aurais quand même accumulé un retard assez important. Raymond Poulidor, on vous parle naturellement beaucoup de votre âge. On a l'impression que plus les étapes passent et mieux ça va. Disons qu'au départ de ce Tour de France, c'était mon principal problème. Je ne savais pas comment j'allais récupérer. Jusqu'à présent, tout se passe bien, mais le Tour de France est une épreuve quand même de 21 jours. Alors je ne sais pas, la suite, j'espère que ça va... Enfin, vous m'avez dit hier soir quand même, on peut le dire, vous m'avez dit de vous à moi, mieux ça va et mieux je récupère. Oui, jusqu'à présent, ça va très bien. Alors j'espère que ça va continuer ainsi. Bon, la ville repos, qu'est-ce que ça représente pour vous, Eddy Merckx? C'est une journée difficile ou est-ce que vous préfériez ne pas avoir à vous reposer ou bien est-ce que vous préférez vous arrêter 24 heures? Écoutez, pour moi, je crois que ce jour de repos est bienvenu parce que ça fait quand même depuis le début, avant le Tour, j'ai subi une intervention chirurgicale. Alors disons que ce jour de repos, j'espère, me sera bénéfique et j'espère que ma cicatrice s'améliorera. Alors, soins, repos complet, pas de bicyclette? Non, certainement pas. Les autres jours de repos, bien sûr, je roule toujours un petit peu, mais comme je vous l'ai dit, du fait de ma blessure, aujourd'hui, je ne roulerai pas à vélo. Raymond, qu'est-ce qu'on fait un jour de repos quand on s'appelle Poulidor? Un jour de repos, vous savez, la journée de repos se passe d'ailleurs très très vite. On se lève le matin pour prendre son petit déjeuner, ensuite c'est midi et... ça passe en somme très vite, c'est une journée supplémentaire, disons un prolongement des étapes du Tour de France. Et tous ces journalistes qui vous demandent des tas de choses, ça vous fatigue pas trop? Non, ça vous fatigue pas plus que de monter un col? Les journalistes font leur métier, c'est leur métier, il faut quand même... chacun doit prendre un peu son parti. Merci Poulidor, merci Eddy Merckx. On parle naturellement beaucoup des grandes vedettes, des deux grandes vedettes de ce Tour de France et des autres naturellement, mais il y en a dont on ne parle pratiquement jamais. Ce sont les obscurs, les sans grades du peloton. Par exemple, Blocher. Blocher a 23 ans, il est arrivé 111e hier de l'étape et au classement général actuellement il a à peu près 45 minutes de retard. Nous allons faire connaissance avec lui. Et oui, c'était hier à 15h20. Les premiers venaient de franchir la ligne d'arrivée à Aix-les-Bains, mais les derniers, eux, en étaient encore à 5 km. Dans ce groupe d'attardés, le numéro 103, Jean-Claude Blocher, qui se payera même le luxe d'être le dernier Français de l'étape. Il faut dire que dans la montée du col du Chat, il avait beaucoup souffert. Je vais tranquille, je monte bien. Normal, hein. C'est dur, hein. Le repos était trop loin. 10 jours comme ça. Heureusement que demain on se repose. C'est la montagne qui était trop loin? Oh non. Vous allez aller jusqu'au bout là? On n'en voit pas le haut. Oui.
Vous allez aller jusqu'au bout, là? Oui, oui. À moins que j'arrive à avoir des délais. Mais je pense pas quand même. Hier matin, Jean-Claude Blochet était classé 108e à 20 minutes d'Eddy Merckx. Aujourd'hui, il est aux alentours de la 115e place à 40 minutes environ du maillot jaune. Il n'en a pas perdu pour autant son sourire. Vous voyez, c'était la montagne que j'appréhendais et puis je pense avoir fait des progrès, mais les premiers cols, disons, me font beaucoup mal. Hein. Qu'est-ce que ça fait quand on arrive comme ça un quart d'heure ou 20 minutes après les autres, après ceux qui sont passés? On gamberge un peu. Hein. On se dit, qu'est-ce que je fais dans la montagne? Parce que c'est dur, hein. On voit les gars qui partent vraiment, et puis on peut rien faire. Hein. Ça vous donne pas envie de faire autre chose, non? Des fois on se pose la question, hein. On se dit qu'est-ce que je fais sur un vélo quand on finit à 20 minutes hein. Demain il y a le repos? Oui, j'espère me refaire une santé parce que j'en avais vraiment besoin. Et 10 jours, l'an passé il y avait 7 jours de course et la première journée de repos. Puis là on a fait 10 jours de course et les 3 jours de différence par rapport à l'an dernier, ça pèse quand même dans les jambes. Hein. Vous n'avez pas envie d'abandonner, non? Non, du tout, le Tour de France, ça s'abandonne pas. Hein. On se fait éliminer, mais on ne peut pas abandonner. Hein. Et le vélo? Le vélo, je me donne encore un an. Quoi. Si au bout de 3 ans, je n'ai pas réussi dans le vélo, disons, à être un coureur moyen, au bout de 3 ans, je me poserai des questions. Hein. Au fait, l'an passé, Blochet avait fini avant-dernier du Tour de France. Il avait alors promis de faire mieux la prochaine fois. À suivre. Avec moi, les deux PDG du Tour, si on peut dire, Jacques Godet et Félix Lévitan, qui ont repris ensemble le Tour après la guerre. Jacques Godet, vous venez de voir Blochet. Vraiment, c'est un sportif, non? Vous ne trouvez pas? Oui, c'est un vrai sportif. Et vous l'avez constaté, ce garçon qui joue un rôle très obscur dans le Tour de France, qui est appelé à aucune victoire, il est heureux dans le Tour de France. Il est tout seul, là. Il est parti avec une équipe, mais apparemment, il a été lâché. Oui, bien sûr, il est tout seul sur la route, mais enfin, le soir, il retrouve ses camarades. Ses camarades ont besoin de lui pour sa présence humaine, aussi parce qu'il jouera un rôle un jour dans une étape tactique. Mais Blochet, nous venons de le voir, c'est un homme heureux. À l'intérieur de cette grande aventure qu'est le Tour de France, il vit son propre roman. Et c'est ça qui est magnifique. Il ne pense pas en ce moment à l'argent qu'il peut trouver dans le Tour de France. Il ne pense pas non plus à l'avenir qui va découler. Au début, les premiers Tours de France, c'était pas comme ça? C'était pas un peu chacun pour soi? Alors, c'était encore beaucoup plus chacun pour soi, puisque les différences se chiffraient par heure dans la même étape. C'était alors vraiment là la grande épopée. Mais très vite, le Tour de France en est venu à une course d'aspect tactique avec des groupes bien constitués. Ça, il y a une organisation, oui, il y a des équipes. Dans ces équipes, il y a des leaders. On peut être parfois choqué qu'un leader soit aidé. S'il crève, un autre, on emploie un terme qui peut être désobligeant, mais qui ne l'est pas. Un valet lui donne son vélo en attendant. Pourquoi? Ce terme de domestique, nous l'avons banni. Oui, Ce sont maintenant les équipiers, parce que l'équipier, il a un rôle défini et déterminé. Effectivement, on sait très bien que Blochet ne peut pas gagner le Tour de France. Blochet, par conséquent, peut être là pour aider un de ses camarades au bon moment. Nous voyons d'ailleurs les équipiers de Merckx. Les équipiers de Merckx l'ont aidé puissamment dans l'étape de plat, vont l'aider encore dans toute l'étape de montagne pour cette première partie. Et puis, lorsqu'arrive un col, la plupart des équipiers de Merckx se laissent tranquillement rétrograder à l'arrière et terminent l'étape avec comme seule préoccupation de rentrer dans les délai. C'est-à-dire qu'ils ménagent leurs forces pour le lendemain servir Merckx dans les phases où ils peuvent vraiment être utiles. Oui, Félix Lévitan, c'est devenu une grande entreprise, le Tour de France. C'est en effet devenu une très grande entreprise. Nous avions l'ambition, lorsque nous avons repris le Tour de France pour nos journaux, Le Parisien Libéré et l'Équipe, d'en faire véritablement la première épreuve cycliste du monde par étapes. Elle l'était déjà avant la guerre, il était normal qu'elle le redevint après la guerre, et nous pouvons dire, vraiment sans fausse vanité, que nous sommes parvenus à nos fins. Le Tour de France est en effet une très grande entreprise qui met en œuvre des moyens considérables. D'abord des moyens matériels, cela va sans dire, mais aussi des moyens humains. Et sans les collaborateurs qui sont à nos côtés à longueur d'année, au nombre de 20, nous ne pourrions probablement pas mener à bien. Et avec les problèmes de la route, vous pensez que vous pourrez toujours faire le Tour de France? Oui, certainement. Au contraire, nous pouvons considérer que ces problèmes s'améliorent dans la mesure où les autoroutes s'améliorent. Et dans la mesure surtout, alors, et où la bicyclette ne pollue pas. Non, oui, la bicyclette ne pollue pas, quoi qu'on en dise. Mais surtout, nous avons la chance d'être dans un pays où le réseau routier est absolument extraordinaire, surtout sur les routes secondaires. Certes, elles sont étroites, certes, elles nous posent des problèmes, mais par ailleurs, alors nous bénéficions véritablement d'un sol très roulant le plus souvent. Il y a bien sûr quelques phases difficiles, mais nous avons un réseau routier français merveilleux et nous l'utilisons à plein. Bien, nous allons voir ce qu'est l'organisation du Tour, en tout cas ce que ça représente pour une ville-étape, pour ne prendre qu'un exemple, celle où nous sommes, Aix-les-Bains. Voici comment tout s'est préparé.
Aix-les-Bains est périodiquement une ville-étape du Tour de France, et être une ville-étape, cela offre un certain nombre d'avantages, mais aussi de contraintes. Il faut savoir en effet que les municipalités paient des sommes parfois importantes aux organisateurs du Tour pour que les coureurs traversent la ville ou s'y arrêtent une journée. Il faut, en outre, mettre en place toute une organisation, comme nous l'indique M. Varret, le président du comité des fêtes. Ça exige également un service de sécurité important, puisque nous avons environ 150 CRS qui vont faire la police du Tour, et de manière à organiser l'arrivée sur le Tour même, c'est-à-dire des voitures, des piétons et de tous ceux qui arrivent au Tour même, et en même temps de régler la circulation des coureurs et de la caravane publicitaire. Il y a aussi le problème des communications, vous devez recevoir beaucoup de journalistes. C'est ça, alors nous avons en pleine ville le Bernascon, qui est un centre qui a été créé pour les journalistes, où on peut recevoir 160 journalistes avec tout l'équipement téléphonique, télégraphique, où ils peuvent envoyer tous leurs messages à l'occasion du Tour de France. Le passage du Tour de France est aussi une source de revenus pour la ville où il s'arrête. Les hôteliers, les restaurateurs, les commerçants versent des taxes à la commune, taxes auxquelles il faut ajouter les recettes recueillies sur la ligne d'arrivée. Et puis il y a la publicité gratuite faite sur les antennes de radio et de télévision lorsque le nom de la ville est cité. Combien coûte le passage du Tour de France exactement? Impossible à chiffrer car, nous a-t-on dit, on ne chiffre pas la portée du renom. Économiquement donc, l'opération Tour de France est en définitive rentable. Demain, Aix-les-Bains retrouvera son atmosphère habituelle, entrecoupée d'autres festivités. Nous venons de le voir, avec Jacques Godet et Félix Lévitan, le Tour a évolué du point de vue sportif. C'est une organisation économique importante qui déplace des centaines de personnes pendant 3 semaines à travers la France. Et j'ai à côté de moi maintenant deux témoins à la fois de l'ancienne époque, disons, peut-être des années heureuses, et puis aussi de cette époque actuelle qui suivent ce Tour de France. Jean Leliot, journaliste à l'Aurore, un confrère, un nom qui vous dit certainement quelque chose, et un ancien coureur, mais qui suit toujours le Tour de France parce qu'il aime toujours autant ça, Raphaël Géminiani. Alors Jean Leliot, 38 Tours de France, je crois. Pas tout à fait, 37 exactement, car j'en ai fait 2 fois un demi, 2 fois un accident, une fracture du crâne. Ce qui prouve que c'est un métier dangereux, non seulement pour les coureurs, mais aussi quelquefois pour les journalistes qui suivent. On a beaucoup d'exemples. Alors, bon, 38 Tours de France, vous en avez vu, vous avez vu tous les grands champions, vous avez vu tous les pelotons, vous avez vu je dirais presque toutes les époques. Ça fait près de 3 ans derrière le Tour, j'ai calculé. Bien. Et alors, l'évolution? Oh bien, écoutez, c'est pas comparable. Pour vous donner une idée, il y avait 6 ou 7 voitures de presse quand j'ai débuté en 31. Et il y avait une voiture italienne, 2 voitures belges, une voiture... Il n'y avait pas d'Espagnols, d'ailleurs, qui couraient, ou ils sont venus beaucoup plus tard. Et c'était tout à fait différent. On partait très tôt, on arrivait à peu près à la même heure. Parfois, les départs étaient donnés à 3 à 4 heures du matin. C'était la grande époque, il n'y avait pas de voiture de directeur sportif. Le directeur sportif n'existait pas. J'ai été songé que j'étais en 37, j'ai été le premier directeur de l'équipe de France du Tour. Alors, je voudrais vous demander, bon, est-ce que vous regrettez bien sûr cette époque parce que à cette époque-là, vous aviez 30 ans de moins ou 40 ans de moins. Mais est-ce que c'est un bien ou un mal, cette évolution? Mais on ne peut pas comparer. Maintenant, vous comprenez, ça va très vite. Les hommes poussent d'énormes développements sur le plat. Le final est toujours fantastiquement rapide, élevé, très dur, acharné. Parce qu'autrefois, c'était plutôt une guerre d'usure. Et il y a une chose, j'en arrive à penser que les hommes d'autrefois étaient plus athlétiques, plus forts, puisque en écoutant tout à l'heure Merckx nous parler de ses développements avec Poulidor, on constate qu'ils montent d'écoles qui sont beaucoup plus roulants, beaucoup plus asphaltés, qui n'ont rien de comparable aux lits de torrents dans lesquels ils grimpaient autrefois. On constate que les hommes d'autrefois, les Vietto, les Fontan et Specher, mettaient des développements plus forts de 70 cm. C'est énorme pour un cycliste, 70 cm de développement, un écart, c'est énorme. Voilà le point de vue d'un ancien suiveur. Nous allons maintenant, d'un suiveur, pardon, toujours sur la brèche, excusez-moi. Nous allons maintenant avoir le point de vue d'un ancien coureur, Raphaël Géminiani.
Raphaël Géminani, il y a une chose qui frappe, si vous voulez, depuis le début de ce tour, ceux qui ne le suivent comme ça que de loin, parce que c'est une épreuve que, même si on ne s'intéresse pas tellement au cyclisme, on suit de toute façon le Tour de France, c'est qu'on a un peu l'impression que, disons, de votre temps, dans les années 50, les attaques se faisaient tout de suite derrière les premières étapes, que les jeunes fonçaient plus. Vous n'avez pas cette impression? Oui, mais pour deux raisons. Moi, je pense que la première, il y avait un choix, il y avait beaucoup plus de coureurs auparavant que maintenant. C'est-à-dire qu'il y avait un recrutement qui se faisait uniquement dans la province. Et les marques de cycle, elles étaient d'abord beaucoup plus nombreuses qu'actuellement. Il y en avait 15. Et elles faisaient un appel de plus en plus très souvent, je fais appel aux jeunes. Oui, mais disons, qu'on ne fait plus maintenant. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de confort, disons, de sécurité, d'argent? Mais inévitablement, c'est l'évolution qui veille ça, et effectivement, le cyclisme paye le tribut au modernisme. Mais il y a autre chose, je crois. Vous voyez, on parlait tout à l'heure. On était motivés, on représentait d'abord, il y avait les équipes nationales. Moi, j'ai eu la grande chance, c'est de connaître les équipes nationales. Alors, les équipes nationales, c'était quoi? C'était quelqu'un qui se promenait avec un maillot bleu, blanc, rouge pendant 20 jours aux yeux et en vue de tout le monde. Et il y avait des régionaux, qu'on appelait les régionaux, ce n'est pas péjoratif, qui représentaient la Bretagne, le nord-est, le sud-ouest. Et croyez-moi, les jeunes et nous-mêmes, nous étions motivés. On ne pouvait pas renoncer, car la presse nous tombait dessus, vous-même, la télévision ou les radios, un tel de l'équipe de France a fait une mauvaise course et le lendemain on était sifflé, on ne pouvait pas se permettre d'en faire deux de suite. Alors l'avenir, Raphaël, bien l'avenir, il faut revenir au recrutement des jeunes dans les provinces. On a voulu monter des super clubs à Paris et les super clubs à Paris sont la faillite du cyclisme français. Tous ceux qui ont été à Paris, il y a deux grands clubs, il y a même un club français cher au commandant Marillier, mais en fait ils nous font des coureurs qui sont, je crois, usés prématurément, et lorsqu'on les récupère en tant que professionnels, ils ne font pas la carrière qu'on pouvait penser d'eux. Alors je crois qu'il faudrait faire confiance au cyclisme sain qu'a toujours représenté la province. Voilà, c'était le point de vue de deux anciens qui connaissent bien toutes les questions. Nous allons maintenant avoir un point de vue de plus jeune. Jean-François Robinet, c'est à vous. Oui, eh bien, avec moi, Jean-Michel Leliot. Vous venez d'entendre Jean Leliot. Eh bien, Jean-Michel, c'est tout simplement son fils. Jean Leliot, vous lisez ses articles. Et Jean-Michel, vous l'entendez, c'est lui qui, avec Richard Dio et d'autres de nos camarades, vous rendent compte des étapes quotidiennement. Jean-Michel Leliot, la première question, bien sûr, est-ce que c'est votre père qui vous a donné le goût du cyclisme? Oui, c'est lui le principal responsable, bien évidemment, puisque on dit souvent que les fils ont en général l'ambition de devenir un peu comme leur père, du moins de faire leur métier, mais je crois qu'il y a une autre formule qui pourrait être employée, c'est que le fait d'être bercé toute sa jeunesse dans une certaine ambiance, dans un certain milieu, vous fait l'apprécier et vous donne ensuite envie de faire le même métier que votre père. Alors vous en êtes à votre 8e tour? 8e tour pour la télévision, j'en ai fait 2 avec Georges Briquet, c'était d'ailleurs la formation quand j'étais beaucoup plus jeune à la radio. Et puis je me suis exilé de France pour faire ce métier d'ailleurs, pour faire de la radio et de la télévision pendant 4 ans, pour essayer de l'apprendre. Et de la bicyclette, non ? De la bicyclette étant jeune, j'ai commencé à rouler avec mon père, d'ailleurs j'ai eu un petit vélo très petit, et puis j'ai fait quelques courses tout en faisant mes études. Et ensuite il a fallu choisir entre les études et le vélo, j'ai choisi les études. Il y a très rapidement, comment ça se passe le reportage? Sur la moto, sur la ligne d'arrivée, en voiture? Nous sommes 3 avec Daniel Potrard, Richard Dio, Jean-Michel Leliot. Nous alternons de façon chacun à notre tour à voir un peu la course, parce que en fait on ne suit pas le Tour de France, on le précède toujours. On est toujours devant, soit pour aller vers l'arrivée, soit pour aller prendre les motos, soit pour aller prendre le micro à chef qui nous permet de réaliser les interviews à l'arrivée. Donc pratiquement on ne voit les coureurs qu'à l'arrivée et le matin au départ, mais pendant la course il n'est pas question de les voir. Oui, beaucoup, et je crois qu'on peut en profiter d'ailleurs pour remercier Eddy Merckx et Raymond Polidor et Jean-Pierre Danguillaume, tous ceux qui sont venus nous voir, parce qu'en général le jour de repos c'est assez difficile de les déranger, ils sont venus, c'est bien. Et au bon air. Alain Escoubet, c'est la première fois que vous suivez ce tour? C'est la première fois. D'une façon un peu spéciale. Oui, d'une façon un peu spéciale, parce que nous avons pour mission avec notre équipe de faire un peu tout ce qu'il y a autour de ce Tour de France. Tout à l'heure, Félix Lévitan nous parlait de cette fantastique organisation qu'est le Tour de France. Eh bien, il y a tout un tas d'éléments, tout un tas de problèmes que soulève ce Tour dans l'organisation, dans les à côté. Et je pense que tout ça est intéressant. C'est vous qui avez fait tout à l'heure le reportage, nous avons vu sur Blocher. D'ailleurs, le prochain reportage, ce sera quoi? Alors, le prochain reportage, ce sera la sécurité sur les lignes d'arrivée, le problème de police que ça implique, avec tous les gens qui sont sur cette ligne et qui ont parfois pas grand-chose à faire. Alors, la police a un rôle très important sur cette arrivée. Il faut éviter qu'il y ait trop de monde, il faut éviter qu'il y ait trop de caméramens, il faut éviter qu'il y ait trop de photographes, il faut éviter les chutes. Tout ça pose des problèmes au niveau des coureurs. Et alors,
On a insisté un petit peu aussi sur le fait de ce qui se passe derrière la course, car derrière la course, les gens ne savent pas vraiment ce qui se passe. Il y a une fantastique bagarre d'automobiles suiveuses entre les... Mais d'une façon générale, c'est sympathique. D'une manière générale, c'est sympathique. On est un peu... personnellement, je suis un peu dans le cas des coureurs. On a été un peu long à démarrer, si vous voulez. Il faut vraiment être dans le coup, et après, ça vient. Je pense que ça va venir. Il y a Jacques Poux aussi qui a suivi ce tour, qui s'est occupé des préparatifs, de tout ce qui se passe. La prochaine étape, c'est demain. Demain, nous allons à Serre-Chevalier, il y a l'ascension du Galibier, un nouveau match en perspective. Alors nous allons voir ce qui attend Serre-Chevalier pour la préparation de l'arrivée de l'étape. Voilà comment ça s'était passé, en tout cas ici à Aix-les-Bains pour cette préparation. Voici les dessous des coulisses. Atmosphère de kermesse, applaudissements, c'était l'arrivée hier à Aix-les-Bains. Mais voici l'envers du décor, voici comment on prépare cet instant exaltant. Samedi soir, c'est le branle-bas de combat chez les pâtissiers, les restaurateurs qui accueilleront les coureurs, la caravane, les journalistes, les techniciens de toutes sortes. C'est aussi le jour J pour les hôteliers qui préparent les chambres avec salle de massage et de détente. Dimanche matin 8h, Aix-les-Bains commence sa transformation pour l'accueil du Tour. Mise en place des indicateurs de distance et traçage de la ligne d'arrivée. 10h, les moyens audiovisuels s'installent avec leur armada de camions, de fils, d'antennes. La télévision et les radios feront vivre l'événement instantanément à des millions de spectateurs quelques heures plus tard. En principe, la caméra de face au tour sera là-bas. On mettra la caméra de face au tour là, je pense, là-bas. Et nous, on se met face au tour ici. Okay. Et puis on entoure tout ça. Puis, peu à peu, le circuit prend forme. Les barrières de protection sont installées. Les choses vont aller ensuite de plus en plus vite. À 14h30, les gradins sont déjà bien garnis. Le public se serre derrière les barrières. La kermesse commence. Vous avez l'habitude du Tour de France? Énormément, oui. Nous aimons beaucoup le vélo. Alors vous attendez, vous êtes anxieuse quand vous attendez l'arrivée? J'attends Poulidor, en tout cas. Vous attendez Poulidor? Ah, je suis pour Poulidor. Vous, mademoiselle, pour qui êtes-vous? Pour Merckx. Pourquoi pour Merckx? Ah, c'est le plus fort. Comment? C'est le plus fort, c'est le roi, Merckx. Toutes ces couleurs, et puis ça passe vite, c'est bien, c'est joli. On pense que nous faisons que nous promener dans les caravaniers. Au contraire, c'est à 5 h du matin, il faut se lever pour préparer toutes les choses. Et puis le soir, tard, finir, etc. etc. Vous êtes un passionné, non? Oui, parce que j'ai des coureurs cyclistes, moi, autrefois. Et puis après, j'aime être l'ambiance. Monsieur le maire, il faut combien de temps pour préparer une arrivée comme celle-ci? Eh bien, environ au moins 8 mois. Oui. Depuis 8 mois, mes collègues du service technique, de l'office thermal et touristique et le comité des fêtes préparent cette arrivée du Tour de France. Qu'est-ce qui vous plaît dans le Tour de France? Je vois les mecs qui maigrissent en pédalant, quoi. Pourquoi vous avez besoin de maigrir? Un peu pour beaucoup, hein, maintenant, ça peut regarder, mais... Vous aimez embrasser le vainqueur? Oui, bien qu'il soit assez en sueur à ce moment-là, mais enfin, on se met dans l'ambiance, c'est très gai. La récompense de tout cela, c'est l'arrivée, vibrante, chaude, mouvante. La tension tombe après l'arrivée du dernier. Alors, c'est fini. Les coureurs vont gagner leurs hôtels, les vedettes en voiture, d'autres à vélo, tout simplement, recueillant à travers la ville quelques manifestations d'amitié. Hier, ils étaient tous pressés, surtout les Hollandais, pressés de s'installer devant le petit écran pour la Coupe du Monde de football. Hélas, pour eux, c'est l'Allemagne qui sera victorieuse. Les vélos, dehors à la porte de l'hôtel, sont devenus l'espace de 90 minutes l'envers du décor. Eh bien voilà pour les à côté du Tour de France, les images que vous ne voyez jamais. Richard Dio, nous avons pour terminer cette émission autour de nous quelques-unes des jeunes vedettes du cyclisme français. Vous voulez nous les présenter? Oui, vous en connaissez tout de même quelques-unes, Claude. Bien sûr. De gauche à droite, dans Guillaume,
Molineris, qui a gagné une étape de magnifique façon en Belgique. On allons en reparler. Oui, bien entendu. Croyer, Bernard Thévenet, l'ex-champion de France. Esclassan, l'un des sprinters français. Raymond Riotte, qui est le vétéran de cette petite troupe. Mollet et notre ami Bourreau, un néo-professionnel de valeur. Bien, alors je voudrais tout d'abord me tourner vers Molineris. Tout à l'heure, Gemignani a parlé des jeunes et il a dit que quelquefois, et forcément, disons on avait l'impression qu'il pourrait en faire un peu plus. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui avez été précisément l'un des seuls, depuis le départ, à essayer de faire quelque chose et à arriver détaché à une étape? Je crois que pour faire quelque chose dans le Tour de France, il faut déjà être en super condition physique parce que c'est une course qui roule très très vite. Et je disais hier à Richard, justement, l'étape où on est arrivé à Dieppe, nous avons fait du panneau 20 km au panneau des 10 km en 8 minutes. Alors vous savez, pour sortir à cette allure-là, il faut vraiment aller très très vite. C'est difficile pour un jeune de sortir à cette allure. Jean-Pierre Darguillaume, vous n'avez pas un peu l'impression, vous qui êtes très bien placé au classement général, 12e je crois, vous n'avez pas un peu l'impression que les ténors, les grands, bouclent la course? De toute façon, c'est la tactique à Eddy Merckx et il ne la change pas, hein, il contrôle toute la course et il empêche toutes les échappées. Et il n'y a pas moyen d'en sortir? Il y a toujours un moyen, il faut l'essayer, mais... On n'a pas beaucoup essayé, Disons que pour ma part, j'ai essayé. Si tout le monde avait essayé comme moi, ou comme Régis Sauvion, ou comme certains, on aurait peut-être pu trouver l'ouverture. Mais disons que c'est très très difficile. Je vais vous faire une confidence, Claude. Je pense que Félix Lévitan ne me voudra pas de la dévoiler maintenant. Il m'a dit, je crois que pour rendre le Tour de France encore un peu plus intéressant, il faudrait pratiquement supprimer l'équipe Molteni, l'équipe de M. Eddy Merckx, tout simplement. Ah oui, c'est une solution, évidemment. Bon, Bernard Thévenet. Bernard Thévenet, vous avez des problèmes. Disons-le, ça ne marche pas. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça ne marche pas, ça ne marche même pas du tout. Je pensais que ça irait très bien, mais à la suite de mon zonage, je n'ai pas encore récupéré. C'est surtout de la fatigue nerveuse. Il y a des moments, j'ai l'impression d'être au bord de la dépression nerveuse. J'ai complètement perdu l'influx nerveux. Dès que ça force dès que je suis à fond pendant une dizaine de minutes, après c'est fini. Mais le moral aussi? Vous savez, le moral et les nerfs, ça va un peu ensemble. J'ai le moral, mais au bout d'un moment, lorsque ça craque, c'est tout fini. J'ai plus ni force, ni morale, ni nerfs, plus rien du tout. Richard, vous qui les suivez tous les jours, les voyez tous les jours, est-ce que vous voyez autre chose à leur dire en cette ville repos, en cette journée de repos? Disons que la plupart ont 10 ans de moins que Raymond Poulidor. Poulidor qui est encore le meilleur français. À leur place, je me poserais tout de même quelques problèmes. Merci. Oui, enfin, ça prouve qu'ils ont encore de l'espoir, surtout. Bon, je crois que nous allons maintenant conclure. Une petite explication, quand même, vous avez vu beaucoup de bateaux aujourd'hui, mais cela nous a permis d'avoir avec nous les hommes que nous voyons toujours sur leur bicyclette, en pleine course, en plein effort. De toute façon, vous les reverrez demain sur la route pour l'étape Aix-les-Bains-Serre-Chevalier par le Galibier, ici Aix-les-Bains. Bien, la baisse des valeurs françaises qui avait été enrayée vendredi, eh bien aujourd'hui il semble que les ventes aient beaucoup diminué également et qu'on assiste même à un marché beaucoup plus équilibré, ce qui semblerait que les quelques ventes qui subsistent sont tout de même bien absorbées et qu'on retrouve tout de même un certain courant acheteur. Disons que le marché est donc plus équilibré et moins crispé, c'est décrispé en quelque sorte, pour reprendre une expression de M. Giscard d'Estaing, et je crois que pour la tendance du marché, c'est bon pour les semaines qui viennent. Nous allons voir tout de suite l'événement de la journée, qui est la forte hausse de l'emprunt 4,5-73, qui a dépassé d'ailleurs le cours de 400, 399 donc contre 375, on avait coté 402, donc c'est un réveil assez sensible et qui s'explique par le revirement sur le marché de l'or, car on a assisté ce matin à une forte reprise sur l'or. Le lingot est à 22 490 contre 20 300, vous voyez donc le bond très substantiel. Le Napoléon a suivi à 239 francs 60 contre 208,50. Il semble qu'on est vraiment exagéré dans cette tendance un peu pessimiste du marché de l'or. En effet, on a fait un rapprochement avec la baisse des matières premières, c'est exact. On a dit également qu'une banque allemande, la banque Erstadt, avait vendu de l'or
c'est exact, mais il faut reconnaître que tout de même, il y a un appel vers la hausse du métal jaune, car l'Afrique du Sud, par la bouille de son ministre des Finances, a déclaré qu'on verrait un prix officiel à 200 $, ce qui est tout de même un cours très élevé par rapport au cours actuel, qui sont de l'ordre de 140 $ l'once. Et puis les Américains vont peut-être également se mettre à acheter de l'or, car jusqu'à présent les achats d'or sont interdits aux États-Unis, mais la Chambre des représentants a voté en faveur de cette reprise des négociations sur l'or qui avait été supprimée depuis 40 ans. Rhône-Poulenc, vous avez vu, en légère hausse, c'était le cas également de Michelin, la Lyonnaise des Eaux, la Générale des Eaux, de LMT. Une nouvelle également importante, celle-ci concerne les pétroles d'Aquitaine. Il y a eu en effet une découverte au large des côtes d'Australie. On fore maintenant à des distances extrêmement lointaines, puisque c'est à 255 km de la côte la plus proche qu'un forage à 100 mètres de profondeur a permis de déceler une couche de pétrole. Et les pétroles d'Aquitaine ont un intérêt de 37,5% dans cette découverte. Revenons sur le marché pour constater également d'autres valeurs en progrès, notamment parmi les affaires de mines d'or, par exemple, en liaison avec la hausse de l'or, et également parmi certains titres, par exemple les ciments. Poliet a progressé de 96 à 103 francs, il a même fallu réserver la cotation. Poquelin, qui détachait un coupon ce matin de 12 francs, eh bien, se retrouve à 439, exactement le même cours qu'avant le détachement du coupon. Legrand également, comme vous le voyez sur votre écran, un coupon de 15 francs a été détaché aujourd'hui. Enfin, le groupement de l'industrie sidérurgique émet, vous le savez, son emprunt de 600 millions. C'est un emprunt qui offre un intérêt de 12%. Et j'insiste sur le fait que cet intérêt de 12% sera en quelque sorte garanti pendant 10 ans, puisque les titres ne seront pas amortis pendant les 10 premières années de la vie de cet emprunt. Voici enfin quelques derniers cours sur Saint-Gobain, qui est inchangé. Moum baisse. En revanche, toutes les valeurs de Champagne sont beaucoup plus délaissées depuis quelque temps, car les ventes à l'exportation sont plus difficiles. Voilà pour la Bourse de Paris. À vous les studios. Ce journal est terminé. Merci de votre attention. Passez une bonne après-midi. Prochain rendez-vous à 19h45.